et si nos sous-sols nous permettaient de trouver des solutions pour stocker le CO2. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Jean et son nouvel invité. Ouais, et pour ce dernier duplex, alors je ne vous emmène pas dans le sous-sol, mais je vous emmène à Orléans. C'est ici qu'on rejoint Didier Bonijoly. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur adjoint des géoressources au BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, et vous allez nous présenter une solution étonnante pour réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors déjà, première question pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre ? Les gaz à effet de serre, ce sont tous les gaz qui empêchent le rayonnement du Soleil de repartir vers l'atmosphère et donc qui permettent à ces rayonnements de se concentrer à la surface de la Terre et donc d'augmenter la température. Alors, parmi ces différents gaz, on a ceux que l'on voit actuellement à l'écran. Vous avez évidemment le méthane qui est un des gaz à effet de serre les plus puissants, et puis le dioxyde de carbone qui lui est beaucoup moins efficace en termes d'effet de serre, mais qui est émis à des volumes gigantesques. Hein. Ce sont des gigatonnes de CO2 qui sont redistribués dans l'atmosphère. D'accord, alors justement, si on fait un petit état des lieux, quel est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre aujourd'hui, en tout cas de CO2, de dioxyde de carbone? Eh bien, ce sont les volcans. Ah, c'est étonnant ça. Oui, ce sont les volcans qui émettent certainement le plus de CO2 et de manière concentrée, sauf que l'homme a rajouté à ces émissions qui étaient naturelles et qui étaient compensées jusqu'à maintenant par soit l'absorption du CO2 au niveau des océans, soit par la photosynthèse, hein, par les plantes. Notre activité industrielle et humaine a fait en sorte qu'on a complètement déséquilibré cet état de fait et qu'avec ces émissions liées à notre activité, alors là, on voit des fumées d'usines, mais il n'y a pas que les usines. Hein. Il y a le transport, il y a l'activité agricole, il y a toutes ces activités humaines ont rajouté du CO2 dans le système que la Terre n'arrive plus à absorber. Et donc, du coup, on a accru ainsi l'effet de serre. D'accord, très bien. Alors, la France et l'Union européenne se sont fixés un objectif pour 2050. Quel est cet objectif ? Alors, l'Europe, c'est suite à l'accord de Paris de 2005. L'Europe et les différents membres de l'Europe, mais d'autres pays dans le monde aussi, ont décidé d'agir et de fixer un objectif extrêmement ambitieux qui est la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, zéro émission de carbone en 2050. Alors, ouais. Oui, pardon. C'est un bilan, hein, donc c'est-à-dire que les pays, et en particulier les pays européens, devront émettre autant de CO2 que les systèmes naturels ou les systèmes artificiels pourront capter et stocker. D'accord, alors justement, ça fait une transition vers la solution innovante que vous étudiez au BRGM, c'est-à-dire stocker le CO2 en trop dans l'atmosphère, dans le sol. Alors, expliquez-nous comment ça marche. Alors, il y a différents moyens, je dirais, de réduire les émissions de CO2. Cette solution du captage, transport et stockage du CO2 dans le sous-sol, elle ne s'adresse qu'aux gros émetteurs de CO2, c'est-à-dire des émetteurs industriels. Elle ne gère pas le problème du transport ou le problème du bâtiment qu'on va traiter avec d'autres moyens. Alors, pour tous ces émetteurs qui émettent un CO2 concentré, on va dériver le gaz qui sort des entités de combustion, hein, enfin, ou des unités de production, et on va faire passer ce CO2 dans de grandes colonnes dans lesquelles on va mettre des solvants, et ces solvants vont piéger les molécules de CO2. D'accord. Ensuite, ce solvant va être chauffé pour pouvoir récupérer ces molécules de CO2 qu'on va comprimer et qu'on va transporter dans des pipes
ou dans des citernes, ou dans des bateaux, pour aller les emmener au lieu de stockage. D'accord. Et alors, quel est ce lieu de stockage? C'est en profondeur dans le sous-sol? Alors, l'intervention de ma collègue du BRGM tout à l'heure, hydrogéologue, était extraordinairement didactique. Et donc, elle a pu vous montrer un équivalent. Alors, elle vous montrait une injection d'eau dans un aquifère qui apparaissait en bleu dans l'aquifère. Eh bien, nous, ce que l'on propose de faire, c'est d'injecter ce CO2 sous forme... Alors, c'est presque un liquide, hein, c'est ce qu'on appelle un état supercritique. Ouais. C'est un état hyper dense. On va l'injecter à de grandes profondeurs, c'est plus de 1000 mètres dans le sous-sol, dans un aquifère profond, et ça va créer une sorte de bulle. Alors, ce n'est pas une bulle, hein, ça sera un liquide qui va se séparer de l'eau qui se trouve dans l'aquifère, et donc contenir ce CO2 pour le temps qu'on aura besoin de le contenir. D'accord. Alors peut-être une question un peu naïve, mais mettre du CO2 dans la terre, ça risque pas de polluer le sol? Non, parce que le CO2 est un gaz qui finalement est très peu, enfin, n'est pas polluant, on le respire. On respire quelque chose comme 450 ppm chaque fois qu'on inspire. Donc c'est un gaz qui est émis de façon naturelle par la Terre, hein, puisque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les volcans. Et donc ce qu'on va faire, c'est simplement le stocker dans le sous-sol pour qu'il ne retourne pas à l'atmosphère. D'accord, très bien. Et alors on peut en piéger comme ça dans le sous-sol quelle quantité et combien de temps? Alors, les quantités, actuellement, les aquifères, les quantités de CO2 qu'on peut stocker dans les aquifères est très largement supérieure à la quantité de CO2 qu'on serait capable de capter à partir des unités industrielles. Donc, le problème de la capacité n'est pas actuellement considéré comme un vrai problème. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des industries, des usines qui utilisent ce procédé pour piéger le CO2? Oui, alors il y a plusieurs pilotes industriels à travers le monde aujourd'hui qui appliquent cette technologie. Vous en avez, alors pour l'essentiel, elles sont aux États-Unis, au Canada, ouais. Est-ce qu'on un en a peu en en France? Chine. Alors en France, on a eu un pilote vraiment très important qui a été mis en œuvre par EDF sur la centrale à charbon du Havre. D'accord, au Havre. Et qui a fonctionné, voilà, exactement, et qui a fonctionné pendant 1 an. Et bien, voilà une très belle photo. Et vous voyez sur la partie droite de l'image l'installation qui assurait le captage du CO2. D'accord. Et ils ont pu, pendant ce test, capter environ 1900 tonnes de CO2 pendant cette période-là. Alors vous avez d'autres expérimentations qui devraient aboutir, si les conditions économiques et juridiques le permettent, à de véritables installations industrielles. C'est ArcelorMittal à Dunkerque qui teste une nouvelle solution qui a été développée par l'IFPEN, pardon, et donc c'est une nouvelle amine, une nouvelle molécule qui serait plus efficace pour pouvoir capter ce CO2. D'accord, très bien. Bon. Alors ensuite, ce CO2, eh bien, soit on va l'utiliser, on va le réinjecter dans le cycle industriel pour fabriquer des produits. Hein, soit on peut le valoriser, c'est ça? Par exemple, voilà, on peut le valoriser pour faire des biocarburants ou pour faire des plastiques ou pour faire des granulats, par exemple, des carbonates. Et puis tout ce qui restera, qu'on ne pourra pas utiliser, eh bien, on le stockera dans le sous-sol. Et pour ça, on a par exemple l'expérimentation de Sleipner en Norvège qui stocke du CO2 depuis les années 90.
Très bien, ok. Bon, mais merci en tout cas Didier Bonny-Joly de nous avoir expliqué ce procédé innovant. On voit qu'on peut donner une autre vie, une deuxième vie en tout cas au dioxyde de carbone.